Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc, pour cette avant-dernière conférence de la saison avec Alix Beyala. On pourrait peut-être rajouter que vous avez créé le collectif Égalité, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui revendique une meilleure représentativité des Noirs dans les médias français et notamment à la télévision. Vous militez notamment pour qu'il y ait une présentatrice ou un présentateur aux 20h à la télévision. Alors on va parler de ce roman, donc de La Plantation, et de bien d'autres choses évidemment, puisque ce roman amène beaucoup de questions. Alors je ne vais pas vous montrer forcément tout le roman parce que ce n'est pas tout à fait l'original. Alors l'histoire de La Plantation, c'est en fait le destin de fermiers blancs au Zimbabwe, qui représentent 1% de la population, c'est à peu près ça, mais qui possèdent 90% des terres. Ils sont sur ces terres depuis près de 200 ans. Et le président élu démocratiquement à vie, c'est ainsi que vous l'appelez, le président Mugabe, vous ne le citez pas, mais en tout cas au Zimbabwe, c'est ce président-là, décide d'exproprier ces fermiers blancs pour redistribuer les terres, soi-disant, à son peuple. Alors c'est vraiment une grande fresque romanesque. Si vous avez lu déjà des articles sur ce livre, on le compare un peu à un Autant n'emporte le vent. C'est rondement mené, beaucoup de rebondissements, des personnages très nuancés. Et puis c'est aussi un livre qui dénonce le racisme des uns et des autres, et puis qui donne une autre vision de l'Afrique. On va parler de tout ça pendant cette conférence. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'idée de départ de ce livre qui est né d'une rencontre, en fait, c'est ça? Oui, ce livre est né d'une rencontre avec une femme blanche d'Afrique du Sud, journaliste qui, pendant 3 mois, va essayer de me joindre et que je vais refuser de rencontrer. Elle veut faire une interview de vous, en fait, c'est ça? Elle voulait faire une interview de moi pour Elle, Afrique du Sud. Et je ne voulais pas parce que j'avais dans l'esprit l'apartheid et ce que cela symbolisait et représentait pour l'humanité d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, les Noirs ne vivaient pas avec les Blancs, ils étaient tous séparés, ils avaient leur bus, leur toilette, etc. etc., etc. Bien. Donc c'était très douloureux, donc je ne voulais pas la rencontrer, mais elle insiste et au bout de 3 mois, enfin, je consens à la rencontrer, mais en me disant que ça durait 5 minutes, peut-être 3, je ne sais pas, mais en tout cas, pas plus. Et je la reçois dans de très mauvaises conditions, mais lorsqu'elle arrive, on va discuter au moins pendant 5 heures. Elle va me donner une vision de l'Afrique incroyable. Pour moi, cette femme va être la plus grande africaniste jamais rencontrée. Je vais découvrir qu'elle porte en elle l'amour de cette terre-là, qu'elle est d'abord africaine, il y avait elle africaine et les autres Européens. Et elle menait des combats pour que l'Afrique aille mieux, pour qu'elle souffre moins, pour qu'elle puisse intégrer le concert des nations. Et je n'avais jamais écouté un tel discours avec une telle passion. Et c'est à partir d'elle que mon regard va commencer à changer. Je vais commencer beaucoup à m'intéresser aux Blancs d'Afrique que je n'avais pas regardé auparavant. Bien sûr, ça demande un travail intérieur et un autre regard sur l'autre. Et je vais découvrir qu'ils sont des Africains, en fait, tout simplement, qui ne sont pas des Européens. Alors vous allez tellement les observer, ces Blancs d'Afrique, que vous allez, dans ce roman, vous mettre dans leur peau, et c'est un fait unique, je crois, dans la littérature africaine, qu'un auteur noir se mette dans la peau des Blancs. Quand on prend ce parti-là, quel piège doit-on absolument éviter? Il faut éviter les clichés, d'abord. Il faut éviter de se dire qu'il y a les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Et il faut vraiment briser tous ces a priori et se laisser porter par l'histoire. Il faut beaucoup d'amour pour l'humanité. Il faut d'abord apprendre à regarder les hommes comme une même chose dans l'absolu. À savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble plus à un autre qu'un être humain. À partir de ce moment-là, on intègre. En fait, ces personnages de blancs sont proches de moi. Ce sont des Africains. Qu'est-ce qui m'éloigne d'eux? Rien. Bien sûr, ils sont blancs, c'est tout. Ce n'est qu'une question de lumière. Et justement, vous n'aviez pas peur de choquer les Africains, la communauté africaine, en prétendant que les Blancs qui vivent en Afrique sont de véritables Africains? Est-ce que vous avez eu des retours déjà de gens choqués par ce discours-là? Oui, ils m'ont dit que je faisais la part belle aux Blancs, je leur ai répondu que je faisais la part belle à l'humanité. Parce que c'est mon rôle d'intellectuel que dans cette redéfinition du continent, que nous n'y allons pas avec des scories dont souffrent les autres continents déjà établis. À savoir que c'est vrai qu'on est encore traversé par la xénophobie en Afrique, le racisme et toutes ces failles qu'on trouve dans d'autres cultures. Mais j'aimerais que dans cette définition, puisque l'Union africaine est en train de se créer,
que dans cette définition, nous intégrons tous qu'on n'est pas africain par la couleur, mais qu'on est africain par une culture. Que l'Afrique est constituée de noirs, certes, mais des blancs également, de jeunes, d'hindous, d'arabes et de métis. Et qu'on arrête d'associer automatiquement, de manière systématique, des peuples, soi-disant des terres d'ancêtres, puisque aujourd'hui les êtres humains voyagent, changent, puisqu'une identité n'est pas quelque chose de figé, mais de recyclable. Vous prenez un petit Africain, vous l'amenez en Europe il y a 2 ans, 20 ans plus tard, vous retrouvez un petit Européen dans l'esprit. L'inverse est vrai également. Donc, à partir de ce moment-là, il faut accepter que ces identités changent, se modifient, et qu'on apprenne à regarder différemment les autres êtres humains. C'est ce que j'ai voulu pour l'Afrique en faisant ce livre, qu'ils arrêtent de harceler ces Européens-là. C'est une honte pour le continent noir que ces Blancs soient un matin expulsés de leur terre pour aller vers quoi? Vers la Hollande, vers la France, vers l'Angleterre. Mais ce n'est plus chez eux. Il y a très très longtemps qu'ils ne sont pas chez eux. D'ailleurs, ils ne comprennent pas la mentalité des Européens. Ce serait les déraciner finalement que de les faire quitter l'Afrique. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ils seront immigrés ici. Même la famille principale, qui est une famille française dans le livre, les Cornus. Vous ne pouvez pas faire vivre des Cornus en France, c'est impossible. Ils sont africains, ils réagissent comme tels. Bien sûr, on pourrait leur reprocher certaines choses, mais... Ils vivent quand même très repliés sur eux-mêmes, même si vous dites qu'ils sont africains, ils se marient entre eux, ils ont leur petite société, leurs privilèges, auxquels ils tiennent beaucoup. Oui, mais ils sont très renfermés vis-à-vis de tout le monde. Ils sont comme dans ces sociétés où les gens ont peur de disparaître, où ils ont peur que les bribes de ce qu'ils sont disparaissent, tout simplement. Ce n'est pas un rejet vis-à-vis des Noirs, puisqu'ils se catégorisent eux-mêmes. C'est-à-dire que en Rhodésie, ce qui est devenu le Zimbabwe, ils vivaient comme suite. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés avec le fondateur de la Rhodésie, Cecil Rhodes, pour conquérir la Rhodésie, on les appelle les Ariens de première catégorie. Ceux qui sont arrivés peut-être dans les années 40 et qui y sont nés, ce sont des Ariens de seconde catégorie. Mais par contre, vous, pour eux, vous êtes un Arien de troisième catégorie, vous n'épouserez jamais leur fille. Ils estimeront que vous n'êtes pas de chez eux. On ne peut même pas parler de racisme dans ce cas-là. Et on peut parler tout simplement d'une petite communauté qui a peur de disparaître et qui vit retractée sur elle-même, tout simplement. Parce que les faits que vous relatez dans le livre sont évidemment des faits réels, puisque le président Mugabe a véritablement mis en place cette politique d'expropriation. Dans votre livre, il n'y a que des anti-héros, finalement. Ce sont des gens qui ont une part d'ombre, mais aussi une part de lumière. C'est évidemment volontaire. Vous ne vouliez pas des personnages caricaturaux. Oui, absolument, parce que je pense que l'univers est constitué de clair-obscur, que rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est toujours nuancé, qu'il n'y a pas d'un côté un être humain qui soit totalement merveilleux, magnifique, et de l'autre un être humain qui soit effacé et méchant. Et, non, le monde est beaucoup plus subtil. Et dans ma démarche personnelle, même la personne la plus méchante que l'on me présente, j'essaie d'être quand même son ami pour voir qu'est-ce qu'elle porte comme beauté en elle. Et ces personnages d'Afrique, noirs, blancs, sont comme tous les êtres humains, avec leur côté magnifique et leur méchanceté. Et tout le monde perd quelque chose finalement dans votre histoire. Les blancs effectivement vont perdre leur terre, mais les noirs en même temps vont perdre aussi le travail que leur offrent les blancs, et finalement ils cohabitent plutôt bien dans l'ensemble. Oui, chacun va perdre, l'Afrique perd beaucoup, l'Afrique va perdre aussi, les noirs qui sont là-bas perdent leur mémoire, parce qu'on ne peut pas vivre 2 siècles avec des gens et les voir partir sans qu'ils partent avec une partie de soi-même. L'Afrique, il laisse beaucoup dans cette histoire dramatique. Et perd également financièrement, puisque depuis le départ de ces Blancs, on a vu que les terres ont été laissées à l'abandon ou données à des gens inexpérimentés qui sont les clans proches du pouvoir,
que les paysans n'ont pas bénéficié de ces terres-là, contrairement à ce qu'avait dit Mugabe au moment où il expropriait ces blancs-là. Ce sont ses proches, en fait, qui en ont bénéficié. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, le Zimbabwe, qui était un des pays les plus riches d'Afrique, est devenu pauvre. L'Afrique y laisse beaucoup en ce moment par rapport à cette histoire. Et ça devrait nous servir de leçon pour qu'il n'y ait plus jamais ça et qu'on apprenne à vivre vraiment ensemble. Ça va être difficile, je n'ai pas dit que c'est facile. D'ailleurs, l'héroïne du roman Blues travaille en ce sens-là. Elle sait que c'est difficile. C'est une fille qui croit à l'universel, mais qui est obligée elle-même, à un moment donné, de se replier, de retrouver ses propres valeurs pour pouvoir garder la terre de c'est un personnage très complexe, Blues Cornu, qui est en fait la fille du grand propriétaire terrien, donc Thomas Cornu, qui est donc d'origine française, vous le disiez. Elle est maligne, mais elle est très très complexe, hein, effectivement, comme personnage. Oui, parce que c'est une jeune fille en mutation. Ouais. Elle a 19 ans au moment des faits. À l'époque, elle ne pensait qu'à s'amuser. Puisqu'elle est d'une famille riche, elle est très belle, elle a des courtisans, elle a une facilité dans la vie, mais et elle ne comprend pas qu'il puisse y avoir de malheur. Elle n'est pas née dans le malheur. Et brusquement, alors qu'elle croit en l'universel, elle croit en l'homme, elle croit au droit et à l'égalité, elle découvre soudain qu'elle vit dans un monde qui n'est pas celui qu'elle s'imaginait, qui était un monde difficile, qui était un monde où elle subit le rejet. D'ailleurs, il y a une scène où elle accouche une jeune fille. J'allais vous le dire, oui, en fait. Elle arrive dans l'hôpital où elle a accouché en fait une petite noire. Elle accouche une petite noire qui est une amie d'enfance. Elle arrive dans ce village, la fille est en train d'accoucher et la fille est abandonnée par tout le village parce qu'elle a un enfant illégitime. Donc c'est elle qui accouche cette fille alors qu'elle n'a jamais fait ça auparavant. Et pour l'aider, elle l'amène à l'hôpital, elle ne sait pas quoi faire, mais elle l'amène quand même à l'hôpital. Elles attendent une voiture pendant plusieurs heures au bord de la route. Enfin, elles embarquent tous les deux pour l'hôpital. Quand elle y arrive, elle se fait rejeter par les Noirs qui sont là, qui lui disent d'aller dans les hôpitaux pour riches. Elle veut passer devant parce que c'est une blanche, en fait. C'est ce qu'ils lui disent. C'est ce qu'ils lui disent, alors qu'elle veut simplement passer devant parce qu'elle a un enfant qui peut mourir dans ses bras. Donc, il la rejette, malgré ses explications. Même Shona, ce qu'elle a accouché, la rejette, puisqu'elle prend le parti des... Comment expliquer cette réaction? C'est la mémoire collective qui ressort d'un seul coup chez les Noirs à ce moment-là? À ce moment-là, c'est la mémoire collective, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de la colonisation qui ressortent et qui les pousse à réagir ainsi. À partir de ce moment-là, c'est vrai que Blues commence à voir le monde différemment. Et quand elle rentre chez elle, elle est très très perturbée de vivre, de continuer à manger bien alors qu'elle vient de vivre, de voir toute cette misère autour d'elle. Et ça la change profondément au fond, cette fille. Bon. Et c'est vrai qu'elle est complexe aussi parce que elle va aussi vivre sa première histoire d'amour également. Elle va s'impliquer politiquement, c'est-à-dire quand on a 19 ans et qu'on risque de tout perdre, tout le monde laisse tomber, baisse les bras, les autres blancs s'enfuient. Elle décide de monter par exemple un coup d'État contre le président élu démocratiquement, vu qu'elle échoue d'ailleurs. Tout cela modifie profondément les structures mentales d'un être humain. Donc c'est vrai, c'est un personnage extrêmement complexe. Et qui vous ressemble un peu, je trouve, parce qu'elle a un côté rebelle, qui veut faire changer les choses. Elle dit des phrases que vous pourriez très bien dire. Alors évidemment, elle est blanche, donc elle dit « Ah, si j'avais été noire, tout aurait été plus simple. Mais voilà, je ne suis pas noire, je suis une fausse blanche. Je ne comprends rien à cette politique de classe sociale, à cette hiérarchisation des individus et des races. » Vous pourriez le dire, ça, finalement. Je pourrais le dire, mais c'est Blues qui le dit dans ce livre. Oui. Oui, mais c'est comme je vous l'ai expliqué dès le départ. Blues est plus proche de moi. C'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle n'est pas proche de moi. Culturellement, elle est proche de moi c'est une Africaine à la base. C'est ce regard qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'elle est blanche. Attention, mais c'est une Africaine. Je vais dire qu'il faut arrêter, c'est ce que j'ai dit, de se dire que je vais être plus proche, je ne sais pas moi, parce que je suis noir d'un autre noir. Par exemple, je vais arriver aux États-Unis, il y a des noirs américains, je ne vais pas être très proche d'eux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. On n'a pas les mêmes cultures, donc ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils vont être mes amis et que nous allons partager une passion commune. Alors qu'aujourd'hui, quand je rencontre les Blancs d'Afrique, j'ai plus de choses à leur dire, à partager avec eux qu'avec, par exemple, les Noirs américains. Donc il est tout à fait normal que Blues soit proche de moi, peut-être dans la pensée, oui.
Alors évidemment, vous ne vouliez pas tomber dans un discours ethnique, surtout pas, qui opposerait les Noirs et des Blancs. Ça, c'était pour vous un point de départ qui était de toute façon à opposer. Et vous dites, vous, en fait, ce n'est pas parce qu'on a subi le racisme qu'on doit devenir raciste. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, certains Noirs sont aussi racistes que certains Blancs? Oui, et c'est catastrophique. On a vu certains cas récemment à travers les médias. Et c'est une honte pour tous. Oui, et là, je suis très, 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 très ferme. Je pense que ce n'est pas pour autant, parce qu'on a subi l'esclavage, la colonisation et le racisme, que nous aussi, au contraire, je dis bien, ça devrait nous servir de leçon. Ça devrait nous apprendre à grandir et à regarder l'autre différemment. Quand on a souffert de quelque chose, ce n'est pas la peine de faire subir ça à l'autre. Je suis encore plus exigeant là-dessus. Et je peux vous garantir vis-à-vis des Noirs que vis-à-vis même des autres. Hein. Je suis très, très dur. Oui, parce que je pense que l'Afrique devrait apporter au monde sa part d'humanité. L'Occident a apporté au monde l'économie, la médecine et un certain nombre de choses magnifiques. Mais l'Afrique, je pense, dans sa contribution au niveau mondial, devrait apporter au monde sa part d'humanité. Et dans cette part d'humanité, c'est se dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble plus à un autre être humain qu'un autre être humain. Je suis plus proche de toutes mes sœurs femmes dans le monde que des hommes, que de mes frères, moi en tant que femme. Évidemment, si on pouvait faire une différenciation, on distinguerait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, parce que c'est vrai que nous n'avons pas le même organisme, nous n'avons pas effectivement forcément pas les mêmes soucis, etc. Mais quand vous regardez bien l'histoire, par exemple, des femmes à travers le monde, elle est la même partout. Et ça devrait nous amener effectivement à mieux réfléchir, à mieux percevoir l'autre. Il y a une phrase que j'ai trouvée terrible dans votre livre. Vous dites, faites dire à un de vos personnages: tu sais, ce que je crains le plus au monde, c'est que chacun prenne ce qu'il y a de pire chez l'autre et perde le meilleur de lui-même. Les Noirs sont en train de devenir de mauvais Blancs. C'est terrible comme phrase. Oui, parce que c'est vrai que... vous l'avez constaté lorsque vous êtes rendu au Zimbabwe ou dans d'autres pays? Je l'ai constaté depuis ma jeunesse, c'est-à-dire que il n'y a pas pire qu'un patron noir, vous savez. Quand ils deviennent patrons, c'est quelque chose. Ils peuvent être beaucoup plus méprisants et ils ne laissent même pas tomber les miettes à ramasser pour les plus petits. Hein. Je me souviens d'une scène, peut-être que c'est ça qui me fait dire ça. Moi, je suis né dans un bidonville de Douala. Et comme je rêvais, quand j'étais jeune, d'avoir des jouets que le Père Noël n'est jamais arrivé, et pendant des années, je me faisais plaisir aussi. Le 24 décembre, je distribuais des jouets dans le bidonville aux enfants. Et un jour, alors que je quittais mon hôtel avec mes valises de jouets pour aller les distribuer, il y a un monsieur riche qui me croise dans le hall de l'hôtel, et noir. Il me dit: ah, bonjour Madame Beyala, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je dis: je m'en vais à Nouvelle donner des jouets aux enfants. Vous allez donner des jouets aux enfants? Mais on ne donne pas des jouets à ces enfants-là. Ce sont des animaux. C'est un noir qui va parler. Bon. Donc, je vois aussi comment vivent souvent les riches noirs. Mais c'est terrible comment ils peuvent être. C'est-à-dire, vous dites en fait qu'ils s'entendent mieux avec un riche blanc qu'avec un noir pauvre. Il n'y a pas du tout de solidarité ethnique dans ces cas-là. Rassurez-vous, hein, je vais dire que... quelle solidarité? Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à un monde où tout ça soit beaucoup plus clair. Un riche noir est beaucoup plus proche d'un riche blanc que d'un pauvre noir. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Hein. Ils mettent leurs enfants dans les mêmes écoles, ils ont les mêmes codes de conduite. Et d'ailleurs, les riches d'Afrique, je parle des industriels et autres, sont les amis des riches de France et des États-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont différents. Ils ont les mêmes intérêts, ils jouent au golf ensemble, ils vont en vacances ensemble. Moi, je les croise quelquefois, ils font des choses ensemble. C'est à peine s'ils ne marient pas leurs filles ensemble, je pense que ça ne saurait tarder. Alors vous vous permettez d'écrire ce que ne pourrait sans doute pas faire peut-être un blanc, mais d'ailleurs vous allez nous le dire. C'est-à-dire que vous écrivez des horreurs proférées par les blancs sur les noirs et des horreurs proférées par les noirs sur les blancs. C'est quelque chose qu'un blanc ne pourrait pas écrire peut-être, non? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a encore la mémoire de culpabilité de l'homme blanc. Hein. Je vais dire que l'histoire de l'esclavage et des colonisations, et même des néocolonisations, n'est pas une histoire lointaine. Elle est encore très présente dans l'esprit des Blancs.
ils ont forcément très vite peur qu'on les qualifie de racistes, même quand ils disent des choses vraies. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi des racistes. C'est ça le problème qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation, entre celui qui peut être très sincère dans sa démarche, en disant des choses, en faisant des choses, et celui qui en fait est laid. Je vais dire que je ne sais pas si on faisait une enquête, je crois que le pourcentage de blancs racistes est égal au pourcentage des noirs racistes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les êtres humains se ressemblent beaucoup et dans leur bêtise et dans leur grande humanité. Et ça, vraiment, c'est la seule chose que j'ai appris hein, des êtres humains au bout de toutes ces années, c'est ça. Et ça me rassure. Et quand vous écrivez « J'aimerais que ces noirs rôtissent en enfer », quand vous dites « J'aimerais que ces noirs rôtissent en enfer », c'est ce que dit un blanc à un moment dans le livre. Est-ce que c'est douloureux à écrire une phrase comme celle-là? Pas du tout. Même si c'est certains romans. Mais pas du tout, c'est pas douloureux à écrire. Pourquoi? Pourquoi? Puisque les noirs aussi profèrent des horreurs. Je veux dire qu'on atteint à un moment donné, quand on fait un travail sur soi, on atteint un état d'humanité qui fait qu'on peut dire tout de la pensée humaine. Ce n'est pas du cynisme hein, de ma part. C'est juste finalement beaucoup d'amour et de tendresse. En réalité, c'est-à-dire que c'est vrai aussi les descriptions que je donne des Noirs, ce que profèrent aussi les Noirs, c'est pas plus mal. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand ils disent qu'ils ont tout inventé, que les Blancs ont à peine, comment je dis, je sais pas comment je tourne ça, à un moment donné dans le livre, j'ai dit, les Blancs ont à peine découvert la bombe atomique, en fait tout ce qui tue, quoi. Mais toutes les découvertes du monde, c'est les Noirs. Bon, ça aussi, je veux dire, on prend une distanciation par rapport à l'identité. On n'est plus asservi par elle. Et à partir de ce moment-là, on sourit beaucoup d'elle. Et c'est ce qui m'est arrivé peut-être parce que je vis avec les autres depuis très longtemps. Hein. Je veux dire que à mon âge, j'ai plus vécu avec finalement des blancs qu'avec des noirs, même si j'ai mes racines profondément ancrées dans l'Afrique. Il a été long pour vous ce travail de distanciation, ce travail sur vous-même? Ça ne se fait pas avec des mots. Ouais. Ça se fait intérieurement, au fur et à mesure des années. On réfléchit sur soi, on réfléchit en regardant les autres. On essaye, on ne finit pas de grandir. C'est pour ça que moi, quand on dit que quelqu'un vieillit, ça me fait sourire. Moi, j'ai dit que quelqu'un grandit. Et on n'arrête pas de grandir. Et moi, je suis en train de grandir, oui. Et depuis, j'essaie de grandir. Et grandir, c'est aussi ça. Ça vous permet d'avoir comme ça une distanciation sur les choses, sur les gens, sur les rencontres, sur les identités surtout. On n'est plus asservi. Est-ce qu'on rechute parfois? Quand on commence, oui. Mais à un moment donné, non. Si vous êtes croyant, c'est un peu comme la foi, avec des moments de doute. Est-ce que j'ai raison? Parce que, surtout quand on va, comme en ce moment, vers une humanité de plus en plus crispée sur les identités. Donc, on doute de ça, on se dit, mais est-ce qu'on a raison? Pourquoi tous les autres pensent l'inverse de ce que je pense? Est-ce que j'ai tort dans ma démarche? Pourquoi ne voient-ils pas, eux, ce que moi je vois? C'est vrai qu'il y a des doutes énormes. Énorme, oui. Mais à un moment donné, je pense qu'on a atteint la certitude qu'on a quand même raison. Et je pense que je n'ai écrit ce livre que quand je me suis dit définitivement que j'avais raison. À un moment, il y a un de vos personnages qui est un jeune métis, qui est un des enfants de Thomas Cornu, en fait, un enfant caché, on lui demande « Est-ce que tu te sens plutôt blanc ou plutôt noir ?» Il dit « Ça dépend des circonstances. Avec les blancs, je suis noir, et avec les noirs, je suis blanc. Quelquefois, tout cela s'embrouille, je ne sais plus qui je suis. En tout cas, je me sens toujours exclu de la majorité. » Est-ce que c'est un peu votre cas aussi? Oui, sûrement, parce que, comme je le dis, j'ai mon esprit forgé par l'Occident et mes pieds profondément entrés dans les traditions africaines. C'est vrai que j'ai pris certainement des deux côtés. Je suis arrivé quand même en France, j'avais 17 ans. 17 ans, c'est jeune. Une personnalité n'est pas totalement forgée. Il y a une bribe de personnalité, hein, mais elle n'est pas figée encore. Donc, elle est encore perméable à d'autres cultures, à d'autres visions du monde.
Et finalement, moi, je vais baigner quelque part dans quelque chose qui ressemble plus à l'universel, avec évidemment fait de particularismes, les particularismes de mes traditions, les particularismes de la France, des États-Unis, parce que ça m'a dit aussi, de l'Espagne, de l'Inde, en fait, de beaucoup de cultures comme ça. Et effectivement, il y a des moments où je me sens de nulle part. Oui. Et ça vous fait paniquer. Vous êtes en Afrique, au milieu des Noirs. Ils pensent tellement différemment. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Et vous êtes en France, au milieu des Blancs. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que vous avez une autre vision du monde. Parce que vous pensez que la vérité finalement n'existe pas, puisqu'elle est un morceau de chacune des cultures. Il y a des vérités dans les cultures africaines. Il y a des vérités dans les cultures occidentales. Ce qui fait qu'il y a des moments, je vais vous faire une réponse qui serait une réponse purement occidentale. Par certains d'autres, je vous ferai des réponses qui sont des réponses purement africaines parce que je crois qu'elles sont justes. En fait, il a fallu, à un certain âge, faire le tri dans toute cette culture qui m'était présentée comme ça, faire le tri et prendre certains éléments de chacune des cultures. Et le métis, c'est ça. Bon, là, on parle du métissage. Je n'aime pas le mot race, mais dans mon cas, je parle du métissage culturel. Parce que enfin, la vérité est beaucoup plus fluctuante que ne le pensent les individus. Et si les individus s'en apercevaient, il n'y aurait pas de guerre. C'est très fluctuant tout ça. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé au Zimbabwe. Pour écrire ce livre, vous avez rencontré les deux communautés, la communauté blanche et la communauté noire, il y a encore très peu de temps. Aujourd'hui, tous les fermiers blancs sont partis ou il en reste encore quelques-uns? Il reste 1000 personnes seulement. 1000 personnes? Ouais, 1000 familles. Sur combien au départ? On les évaluait à 4000. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que les 1000 qui sont restés ont pu récupérer leurs terres et les cultiver? Pas du tout. Non, ils gardent une petite partie des terres pour certaines d'entre elles, mais beaucoup sont partis aussi dans les pays frontaliers où ils ont été extrêmement bien accueillis et où ils ont maintenant des cheptels là-bas, ils travaillent la terre et en fait on voit déjà qu'ils commencent à enrichir ces pays dans lesquels ils se sont installés. Et aujourd'hui, est-ce que les Noirs réclament que les Blancs reviennent? Ils ne le réclament pas, ils ne le diront pas. Ouais. Même parce que ce sont des paysans sans parole. Le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le pouvoir qui est en place et qui continue à exalter le public, le peuple avec ça et dans les conférences internationales. Et vous avez la petite paysannerie qui a tout perdu en réalité et qui aujourd'hui vit dans les quartiers pauvres de Harare. Je ne sais pas si vous avez rencontré Mugabe, vous allez nous le dire dans un instant, mais vous faites cette description dans un des chapitres, vous dites « Les jours suivants, les incessantes manifestations des paysans secouèrent les ex-colons. Ils s'y attendaient sans trop y croire. Ils espéraient que les menaces de boycott des pays occidentaux feraient rétrécir les prétentions du président élu démocratiquement à vie. Le sanguinaire, assis dans son fauteuil triplement capitonné, entouré de ses doubles rideaux, quadruple tenture, trinquait, s'en fout la vie. Je les ai eus, ils rigolaient beaucoup du coup pendable qu'ils leur faisaient. Ils ne doivent pas en revenir, les Blancs, que j'ai osé leur faire ça. C'était le juste retour des misères et des déchéances. Où en sont les affaires, demandait-il à Comorès en vidant son whisky sans glace, parce qu'il estimait que cette invention des Blancs était destinée à ramollir l'homme noir, afin qu'il s'expatrie dans le froid pour mieux lui voler l'Afrique. Beaucoup sont déjà partis, mon commandant, disait ce dernier obséquieux. Ils partent par escouade, sans demander leur reste. À pied, j'espère, souriait le président, comme nos ancêtres fuyant devant leurs artilleries de conquistadors. Ils fuient avec ce qu'ils peuvent, mon commandant. Certains à pied, d'autres en charrette. Et leurs vieilles voitures encombrent les routes, mon commandant. Mais il en a qui résistent. Ils y croient encore, les pauvres. Pas pour longtemps, disait le président, en tripotant ses cheveux blancs cachés par une coloration noir corbeau. On a l'impression que vous étiez dans la pièce avec lui, c'est extraordinaire. Vous l'avez rencontré, Mugabe? C'est pas mon ami, hein, je ne vois pas le thé l'après-midi avec lui. Oui, c'est-à-dire qu'à travers je l'ai suivi dans les conférences internationales, donc j'ai dans les réunions des chefs d'État et autres,
Donc je suis dans la salle, personne ne va me chasser, je peux m'approcher parce que je connais certains chefs d'État, enfin beaucoup d'entre eux d'ailleurs, donc je peux m'approcher. Je l'ai observé, j'ai étudié ses manières, sa façon de marcher, j'ai regardé attentivement ses cheveux, sa petite barbichette, enfin, c'est vrai que c'est pas mon ami, mais je le connais, oui, je l'ai vu plusieurs fois. C'est incroyable cet homme qui a quand même réussi à faire oublier finalement les assassinats qu'il a perpétrés en expropriant les Blancs. C'était une manière un peu déguisée de cacher le reste, non? Non, c'est surtout une manière déguisée de ne pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire qu'au moment où il exproprie les Blancs, au Zimbabwe, il était sur le point de perdre le pouvoir. Il était sur le point de perdre le pouvoir parce que, à cause de la mauvaise gestion du pays. Et parce que vous savez qu'il est arrivé au pouvoir en tant que résistant au départ. C'est un homme qui a combattu pour la libération du Zimbabwe. Hein. Donc, au départ, il était vraiment porté au nu, mais au bout de 20 ans, il était usé, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et c'est là qu'il va trouver le moyen d'exproprier les Blancs. C'est là où il commet le plus de massacres d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette histoire-là, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En fait, l'expropriation lui permet de se maintenir au pouvoir. Il sait que vous avez écrit le livre ou pas? Il ne va pas tarder parce que je pense qu'il va être traduit en anglais comme il n'est pas le français. Mais je leur avais annoncé que je faisais le bouquin. Je l'avais annoncé notamment à son ambassadeur à Paris. Et il m'avait demandé de m'inviter à leur compte, venir passer quelques jours avec eux. J'avais refusé. Est-ce que vous pensez évoquer l'Afrique différemment d'autres auteurs africains et dans quel sens selon vous? C'est ce qui s'est dit, mais je suis mal placé pour le dire. Comment vous voulez qu'on l'aperçoive, l'Afrique? À quel point aujourd'hui l'image véhiculée par les médias occidentaux de l'Afrique est éloignée de la réalité? Je dirais sur le plan de la misère notamment, parce que je ne suis pas d'accord avec c'est vrai que tout le mal que vit l'Afrique existe, notamment avec ces maladies terribles, le sida, le paludisme, même la coqueluche qui tue plus d'enfants que n'importe quoi au monde, n'importe quoi d'autre. Ceci étant, l'Afrique n'est pas qu'un continent de misère. L'Afrique, c'est quand même 4 fois l'Europe. C'est le désert, bien sûr, le Sahel, avec ce qu'on connaît comme misère dans le Sahel. Mais également, c'est la grande forêt équatoriale avec beaucoup de richesses. Et c'est vrai qu'on présente énormément l'Afrique sous son aspect misérable. Et c'est agaçant parce que je pense que le point de comparaison n'est pas le bon. À savoir qu'en Occident, on oublie qu'on est déjà entré dans le gaspillage depuis longtemps. Aujourd'hui, en Occident, les enfants possèdent 10 jeans. Quand je dis 10, je pense que c'est même un minimum, mais c'est plutôt 100. Des Nintendo, et les familles possèdent 2 voitures. Enfin, nous sommes dans une espèce de surconsommation. Et on compare la misère de l'Afrique à cette surconsommation. Je pense que l'Afrique est moins pauvre que quand moi j'étais enfant. Quand moi j'étais enfant, dans les quartiers pauvres, on n'avait pas plus de 2 vêtements pour passer l'année. Un enfant n'avait pas plus de 2 vêtements pour passer l'année. Tu enlevais celui que tu avais sur toi, tu l'avais, tu portais l'autre, c'est comme ça que tu vivais. Aujourd'hui, ils ont quand même peut-être 10 jeans, les gamins. Évidemment, c'est toujours moins que l'Occident. Et à ce niveau-là, je pense que l'Occident ferait mieux de changer de regard, de ne pas mesurer exclusivement l'économie, de ne pas prendre exclusivement comme paramètre l'économie pour juger du bien-être d'un peuple. Il faut tenir compte de l'environnement, de la famille, d'autres types de paramètres qui pourraient faire que l'homme soit bien. Est-ce que, sur le plan humain, l'Afrique est plus en retard que l'Occident? Je n'en suis pas certain. Or, aujourd'hui, on ne tient compte que de l'économie. D'ailleurs, c'est ça qui dévoie tout, même ici en Occident. Par exemple, aujourd'hui, on te dira qu'un bon écrivain est celui qui vend 1 million d'exemplaires. On ne parle plus de qualité de vie, par exemple. En Afrique, il y a peut-être une qualité de vie qu'on a du mal à trouver en Occident et qu'on devrait, si on peut, évaluer ça comme monnaie aussi. Tenir compte. Donc tout ça fausse un peu les repères et
et la vision de l'Occident sur l'Afrique. On regarde trop l'Afrique avec trop de compassion, vous pensez? C'est pas ce regard-là qu'on doit avoir. On peut l'avoir, mais en tout cas, il est trop réducteur. Oui, c'est un regard trop réducteur. Mhm. Voir un enfant en Afrique courir pieds nus et dire qu'il est... Oh, le pauvre malheureux, il n'est peut-être pas plus malheureux Mhm. que le petit Français qui vit dans un appartement dans le 16e arrondissement. C'est vrai que dans votre livre, en tout cas, vous montrez deux Afriques, une Afrique un peu opulente, riche, et puis une Afrique aussi, vous n'excluez pas ce côté effectivement misérable. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est un continent qui sait où il va, selon vous? Il est en train de chercher où il va. Et je pense, elle est en train de chercher où elle va. Elle ne sait pas encore où. C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi, c'est-à-dire dans sa redéfinition. On n'a pas trouvé, pour l'instant on n'a pas trouvé. Je pense qu'on fait colloque sur colloque, réunion sur réunion, on écrit beaucoup, les intellectuels éparpillés partout, tout le monde cherche quelque chose, on est en train de chercher. C'est dur, mais j'ai dit c'est fascinant. C'est fascinant de contribuer à l'émergence d'une culture ou d'une terre. C'est extraordinaire de participer à cette renaissance. C'est dur, c'est vrai, mais je suis très heureuse de vivre maintenant en Afrique. C'est comme, j'adore travailler la terre, hein. Moi j'ai un côté très, je suis un peu paysanne. C'est comme quand on voit pousser un grain qu'on a planté. Vous mettez 2 graines de maïs par terre et vous voyez quelques jours après les petits bourgeons qui sortent et qui poussent et un jour mangent le fruit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis très heureuse de participer à cela, je vous jure. J'ai pas honte, contrairement à ce que... Parce que beaucoup d'autres, quand tu me regardes, on se dit, ah la pauvre, ah non, ah non, ah non. Je pense que la France a dû vivre ça avec ses intellectuels au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle également, quand ils cherchaient comme ça quelle royauté ou république. Quand il y aura des remous. C'est normal qu'il y ait ces guerres encore en Afrique, c'est normal. C'est toujours accompagné de ce genre d'événements. C'est qu'il faut s'arranger à faire ce qui est pas de mort et trouver le moyen de faire à ce que on résolve ces problèmes sans passer par des guerres, mais ça fait partie d'une marche d'histoire, de la construction d'une civilisation. Je voudrais qu'on parle pendant quelques minutes de votre écriture. Et je voudrais d'abord savoir si vous écrivez en français directement. Parce que votre langue maternelle, c'est letton, on dit, ou letton, excusez-moi? Letton? Oui, c'est letton, mais sauf que, vous savez, quand vous me posez cette question, je ne sais pas quand est-ce que j'ai parlé le français, puisque j'ai parlé plusieurs langues en même temps. Il y avait letton, il y avait le français, il y avait le pidgin, il y avait le bassa, il y avait... J'ai parlé 7 langues à ma naissance, donc... Est-ce que le français est ma langue maternelle? Oui, aussi. Puisque je n'ai pas été à l'école pour apprendre à parler le français. Vous me posez la question si j'écris directement en français. Mais bien sûr que j'écris directement en français. Je n'ai pas besoin de réfléchir dans une autre langue avant de transcrire en français. Et je n'ai pas de souffrance quand j'utilise ce français-là parce que ce que les gens oublient en France, c'est que aujourd'hui, la majorité des gens qui parlent le français ne se trouvent pas en France, mais en Afrique. Et oui. Et que, quand on parle de francophonie, la France n'est qu'un petit élément de cette francophonie. C'est vraiment rien. C'est un pays. Ce n'est que 60 millions d'habitants. Alors que l'Afrique, c'est 600 millions de francophones. Donc, c'est une langue, évidemment, qui n'est peut-être pas celle très baudelairienne du 6e arrondissement. C'est une langue qui évolue, c'est une langue qui s'est colorée, c'est une langue qui s'est ensoleillée, c'est une langue vivante, comme toutes les langues, parce qu'elle n'est pas morte. Le français en Afrique est une langue très dynamique, très vivante, qui s'enrichit énormément de vocabulaire, qui donne aussi la liberté, parce que c'est une langue très élastique, qui donne aussi la liberté à un écrivain de pouvoir créer énormément de néologismes, de faire ce que je pourrais appeler du métalangage.
Vous avez beaucoup de liberté avec la langue française. Vous prenez beaucoup de liberté avec la langue française, en tout cas. Alors, il y a des mots, il y a des néologismes, effectivement. Vous dérespectez des ambiances. Alors, il y a aussi le miaou, miaout, miaout, miaou, miaou, miaout. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un nouveau verbe que vous avez inventé. La désambiance, c'est un mot que je ne connaissais pas non plus. Le dérespecter non plus. Vous apportez un peu les couleurs de l'Afrique dans la langue française, en fait, c'est ça. Mais la langue française est une langue africaine aujourd'hui. Attends, c'est ce que j'essaie de vous Oui, faire j'ai bien comprendre. compris, Calix, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Parce Mais que c'est vous- vrai que j'ai eu une discussion extraordinaire là-dessus avec Drouillon, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui m'avait envoyé une lettre de 2 pages, parce que c'est vrai qu'il connaît ma position sur la langue. La langue qui n'est pas une langue française, parce que c'est le français qui est francophone, mais la francophonie n'est pas française. Et n'inversons pas, parce que là, comme vous posez la question, c'était comme si c'était l'inverse. Non, non, non. La liberté que je prends, c'est la liberté de ceux qui portent aujourd'hui le français. Le français de demain ne sera pas impulsé par la France, mais par l'Afrique. Et c'est une discussion, comme je vous disais, avec Drouillon, qui m'a fait une lettre de 2 pages pour me dire, en conclusion, que quand même la France reste la gardienne de la langue française. Il serait bien d'ailleurs que vous rentriez à l'Académie française, je trouve, parce que ça donnerait beaucoup de couleurs aussi, peut-être. Vous pourriez proposer des nouveaux mots. Oui, ils me l'ont déjà Ça vous proposé. tenterait d'ailleurs, ça, d'entrer à l'Académie? Non, ils me l'ont déjà proposé il y a Ils l'ont longtemps. proposé. Bah oui. Ah ouais. Oui, parce que justement, ils trouvaient mon rapport à la langue et ma façon de travailler la langue très, très intéressante. Et ils sont moins fermés qu'on ne le pense, les académiciens. Parce que ce qui les intéresse, c'est la pérennité d'une certaine façon de cette langue. Et peut-être, ouais, pourquoi pas un jour, je verrai bien, oui. Est-ce que vous avez écrit certains de vos romans en Afrique ou bien tous en France? J'ai toujours écrit en France parce que la France, on a beau dire ce qu'on veut, me donne ma liberté de penser, me donne ma liberté, m'a donné ma liberté en tant que femme. C'est-à-dire la France, d'une certaine façon, a cassé ce à quoi j'étais prédestinée. Parce que petite fille dans un bidonville d'Afrique, j'étais quand même prédestinée à un rôle déterminé. Dites-vous bien que nous sommes dans les années, quand j'étais enfant, nous sommes dans les années 60-70, même jusqu'en 1980, être une petite fille en Afrique, c'était autre chose qu'aujourd'hui. On était prévu pour se marier, faire des enfants, etc., etc. On n'était pas prévu pour être ici avec vous en train de parler aux gens, non. Donc la France m'a donné cette liberté et j'écris toujours en France parce que ce terme me rassure dans cette liberté et que l'écriture est le lieu par excellence de la liberté, justement. Je ne peux pas écrire en Afrique, c'est impossible. J'y arrive pas. Est-ce que vous retournez de temps en temps à Douala, dans le quartier de Newbel? La dernière fois que j'y étais, c'était l'année dernière, oui. Parce que j'y ai gardé évidemment des souvenirs, des racines, une famille. Ne me posez pas la question si j'ai envie d'y vivre. Ah, je ne vous la pose pas. Vous avez envie d'y vivre? Non. Est-ce que c'est vrai, tiens, c'est anecdotique, que vous avez gardé de votre enfance camerounaise une habitude de vous lever à 4 heures du matin? Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je l'ai gardé très très longtemps, un peu moins maintenant parce qu'il y a le temps qui fait son œuvre et que j'ai plus de mal à me lever aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Hein? Bien. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. Mais pendant très très longtemps, je me couchais à minuit pour me lever à 4 heures. Et je travaillais de 4 heures jusqu'à 8 heures et je me rendormais après. Et d'où venait cette habitude du 4 Ben, heures du matin? Parce que j'ai été élevé par une grand-mère très traditionnaliste qui a été éduquée, qui avait un siècle déjà de plus que moi. Hein, c'était quand même déjà quelque chose. Ma grand-mère a vécu très très longtemps. Et elle m'a éduqué, c'était une femme du 19e siècle, c'est simple. J'ai été élevé par une femme du 19e siècle. Et moi, je suis une femme du 20e siècle. C'est pour vous dire ce qui pouvait nous séparer. Et elle m'a éduqué comme on éduquait les jeunes filles à l'époque, à savoir dans une espèce, parce que dans l'esprit du matriarcat, il fallait être une femme très forte, il fallait travailler beaucoup, il ne fallait pas beaucoup dormir et combattre
combattre tout, absolument tout. Rien ne devait nous dépasser, même pas la mort. Voilà. Donc, elle m'a éduqué comme ça, et elle me faisait coucher tard, elle me réveillait tôt. Et après, je ne pouvais plus dormir, puisque j'ai pris cette habitude pendant très très longtemps de travailler énormément et de dormir peu. C'est-à-dire que même quand j'allais à l'école, j'accomplissais quand même, à côté de l'école, tout mon travail destiné aux filles. C'est-à-dire que je me levais le matin, par exemple, je balayais la cour, et je faisais la vaisselle, j'allais au puits avant d'aller à l'école. Je revenais de l'école à midi, j'allais au marché faire des courses, où j'allais, c'était le moment d'aller récolter les arachides. J'allais récolter les arachides, je revenais avec ça à la maison, et je repartais à l'école. Et le soir, il fallait que je prépare à manger. C'est pas moderne, hein? Oui, c'est pas moderne. Ça me laisse pantois. Juste un mot sur le collectif Égalité dont on a parlé au début. Est-ce que vous êtes toujours impliqué dans ce collectif? Est-ce que l'idée que vous défendez dans ce collectif, elle avance depuis que vous avez créé Égalité? Je ne suis plus impliqué en tant que... Enfin, ce n'est plus comme avant, parce que, pour dire la vérité, mon objectif, c'était d'éveiller les consciences, ce n'était pas de mener un combat politique. C'était d'éveiller les consciences sur l'existence d'abord des minorités visibles. C'est pas noir, hein, parce que moi je ne parle pas de noir dans ce tout, c'était minorité visible. C'est-à-dire ça incluait aussi bien les Maghrébins que les Noirs d'Afrique, que les Noirs des Antilles, que les Chinois, à ce que la France, qui est un pays multiracial, puisse procéder à une meilleure intégration de ces minorités dans le monde politique, économique et social et culturel en fait. Donc à partir du moment où le message a été entendu par les politiques et par les médias, j'ai considéré d'une certaine façon que mon rôle s'est achevé. C'est vrai que je reste vigilante, mais je ne mène plus des actions comme je le faisais, puisque que ce soit les partis politiques de droite ou de gauche, chacun essaye, il pense au niveau... Ils ont pris conscience, mais en termes de pratique, on n'est pas encore rendu très très loin. Ils font des choses quand même, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu, notamment dans l'Express, que l'armée de terre allait dans les banlieues pour pouvoir embaucher des jeunes issus de l'immigration récente dans l'armée. Au niveau des médias, il y a quand même eu des avancées. Nous étions partis à zéro. Il y a énormément plus de Noirs et d'Arabes qui travaillent aujourd'hui à la télévision. C'est pas seulement en visibilité, c'est-à-dire sur l'écran, mais derrière les écrans, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Et il y en a plus qu'il y a 5-6 ans auparavant. Il faut laisser aussi le temps au temps de pouvoir former des gens à certains métiers, parce qu'ils n'étaient pas pour certains formés. Non, je pense que je suis très confiante, parce que je pense que la France a toujours réussi, malgré tout, à trouver des solutions pour résoudre des problèmes qui se posent à elle, et que la République prend conscience souvent qu'elle n'est pas une notion vide, ou même s'il n'était pas une notion vide, qu'elle n'était pas figée, qu'elle se modifie en fonction du temps, en fonction de nouveaux éléments et du nouvel contexte social dans lequel elle se trouve. Sans l'écriture, vous n'auriez jamais pu vous faire entendre comme vous le faites aujourd'hui, en fait? Oui, l'écriture pour moi a été mon lieu d'expression par excellence. L'écriture a été ce qui m'a sauvé peut-être de la folie aussi. L'écriture m'a permis, effectivement, tous mes combats passent par l'écriture. Et ça serait mieux que tout le monde entier puisse mener des combats au lieu d'utiliser les armes nucléaires ou des fusils, des pistolets. Si le monde entier utilisait l'arme littéraire, ça serait extraordinaire. On n'aurait pas déploré de mort. Est-ce que je peux vous demander si, en tant qu'afro-française, vous allez dire oui à l'Europe de votre... Ah oui, absolument. Oui, je ne vote pas non, hein, je vote oui. Je vote oui. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je pense que quand j'ai vu Le Pen à la télé l'autre jour, j'ai dit que je votais oui. D'accord. Il paraît que ça fait beaucoup remonter le oui, d'ailleurs. Ça aide. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Rien qu'à... Le fait qu'ils défendent le non, je me suis dit, il y a un problème. J'avais pas très bien compris ce qui se passait entre le oui et le non. J'étais fluctuante. Et quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il fallait voter oui. C'est terrible, hein?
Non, mais si, ça va sans doute permettre. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être pour Calixte Beyala? Sans doute, sûrement même, j'espère. C'est le moment. Il y a la dame. Oui, madame, juste ici, devant au second. Le micro arrive, madame. Excusez-moi. Juste derrière vous, le micro, voilà. Ah, pardon. Voilà. Non, ça c'est le manche de la caméra. Excusez-moi. Donc ça ne fonctionne pas. Non, La je technique voulais- va vite, mais pas à ce point-là. Ouais, excusez-moi. Je vous en prie, voulais madame. tout simplement vous demander si vous aviez des frères, des sœurs qui sont aussi venus en France, ou qui sont restés dans votre pays, des frères ou des sœurs qui sont restés dans votre pays ou qui sont aussi venus en France. Tous mes frères et sœurs sont restés au pays. Même ceux qui sont venus en France ont étudié et sont rentrés au pays. J'ai 11 frères et sœurs. Donc, je suis la seule qui vit aujourd'hui en Europe. Merci. Pour prolonger la question, madame, est-ce que vos frères et vos sœurs ont eu, ce que vous avez dit tout à l'heure, une prédestination, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu la vie finalement qui leur était destinée au départ? Vous dites. Non, pas vraiment, parce que moi, très très vite, quand j'arrive en France, je vais travailler tout en faisant mes études et je vais payer leurs études à eux. Donc, globalement, ils ont fait de très très bonnes études, notamment universitaires, et ils sont bien installés en Afrique aujourd'hui. Pas seulement au Cameroun, il y en a qui sont en Centrafrique, il y en a qui sont au Cameroun, bien sûr, et il y en a également au Sénégal. Très bien. D'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Non? Ah si, allez-y, allez-y, allez-y. C'est madame, excusez-moi, je ne vois pas très bien d'ici. Hein. Pardonnez-moi, madame. Oui. Pardonnez-moi. Je voulais vous demander, madame, si dans d'autres pays d'Afrique, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui s'expriment comme vous et aussi bien. Et aussi, comment dire, avec de telles conséquences, je veux dire, sur le pays, sur la manière dont les Blancs également voient les choses après. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, dans d'autres pays, militent, font des choses. En ce sens-là, en réalité, dans les pays anglophones, on trouve plus de femmes qui font des choses que dans les pays francophones, paradoxalement. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les femmes francophones ont pris du retard par rapport aux femmes anglophones. D'ailleurs, on a vu que l'un des premiers Nobel africains de femmes est parti à une femme anglophone. C'était le prix Nobel de la paix. C'est une femme, mais elle est anglophone. Est-ce que il y a quelque chose qui vous fait peur aujourd'hui? J'ai l'impression on a entendu vos paroles ce soir, vous allez très loin parfois dans vos propos. Est-ce que vous craignez quelqu'un, quelque chose, ou est-ce que finalement vous êtes prête à tout dire pour défendre vos convictions? Je ne crains rien ni personne pour défendre mes convictions. C'est évident, je dis toujours tout ce que je pense, parce que, bon, souvent je me suis ramassé des gamelles aussi. Hein. Je n'ai pas été épargné par cela. Mais il y a quelque chose qui me fait peur aujourd'hui à travers le monde, c'est vraiment ce problème de rétractation identitaire chez les peuples. C'est-à-dire que on sent ça, les gens se ferment de plus en plus à l'autre. C'est valable, mais partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, les musulmans, les catholiques, tout le monde. En ce moment, on vit ça et on ressent ça même sur le plan des oppositions entre les intellectuels. Et c'est gravissime, ça, oui, ça me fait très, très, très peur parce que, en général, ça n'annonce rien de bon, ça n'annonce rien qui vaille. Est-ce qu'il y a une autre question pour Calixte? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis d'origine camerounaise aussi comme Calixte. Je suis très contente d'être là ce soir.
Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres colorations dans la salle. Je déplore vraiment ça. Je rebondis sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure par rapport au métissage. Je vais vous raconter une toute petite anecdote toute courte. Je vous en prie. J'ai 2 enfants. Mon fils, il avait 5 ans, avec un papa blanc. Moi, je suis bien sûr noire. Effectivement, être métisse, c'est être à cheval. Avec les blancs, on est noir. Avec les noirs, on est blanc. Et un jour, on était dans la voiture. Mon fils me dit, maman, papa, il est blanc, il parle français. Je dis oui. Et toi, tu parles quoi avec tonton Charles? Je dis, je parle Douala. On roule, et puis à un moment, il me dit, mais moi, je suis métisse. Je dis, oui, si tu veux. Il dit, non, maman, je suis bronzée. Je dis, à ta convenance. Et il me dit, mais ça parle quoi, les bronzés? Donc, en fait, c'est ça la vraie question. Et tout à l'heure, quand elle a raconté sa petite anecdote, je me suis dit, effectivement, moi, je vis ça au quotidien. Et puis, donc, c'est quelque chose de très, très important. Il faut être vigilante. Je peux juste ajouter qu'on a écouté un beau discours ce soir. J'ai appris des choses sur Calice que je ne connaissais pas du tout. Et je suis très enchantée à l'avenir proche d'acheter le livre, de le lire et de le découvrir comme tout le monde dans la salle. Merci. Merci beaucoup, madame. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame, je vous en prie. Ce n'est pas une question, c'est que je voudrais seulement vous dire que je vous trouve très courageuse, parce que je vous vois mener tous les combats, finalement, de front. Et je me demande quelle est la réaction des hommes par rapport à ce que vous dites, parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'une femme qui peut apporter ce regard sur tout ce que vous dites. Vous parlez de la réaction de quel homme? Ça dépend des hommes africains. Ça a mis du temps, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, ils m'écoutent beaucoup. Je pense qu'ils ont appris à ne plus me regarder comme une femme. C'est ça qui est bizarre. Dans mes relations avec les hommes africains, c'est que je pense que si vous dites à l'un d'entre eux que c'est une femme, ils risquent de vous dire, ah bon. J'ai tellement travaillé avec eux et ils m'ont vu tellement travailler avec eux que je pense qu'ils me font confiance aujourd'hui. Je vais prendre une affaire qui a un peu fait de bruit, qui était par exemple l'affaire Dieudonné. Juste pour rappeler qu'Alix, si vous le permettez, l'affaire Dieudonné, il y a eu 2 étapes dans votre prise de position. Une première prise de position lorsque Dieudonné est apparu à la télévision en incarnant un juif et en faisant un slogan, en prononçant un slogan hitlérien. À ce moment-là, vous avez pris position pour lui en disant que c'était un humoriste, un très bon humoriste et qu'il fallait le prendre comme tel. Lors de sa deuxième prise de position récemment, il commence en fait à vouloir opposer la Shoah et l'esclavagisme et à opposer finalement les deux. Là, vous avez pris position contre lui, vous avez écrit même une tribune dans le journal Le Monde. Voilà, je vais juste préciser votre position. Voilà. Quand cette histoire se passe, il y avait comme ça, soyons solidaires de lui. Et je les convoque. Et je leur explique ma position. Je dis, voilà. Ils me posent des questions, je leur explique pourquoi il ne fallait pas. Et unanimement, ils m'ont dit, tu as raison, vas-y, on est avec toi. Ça n'aurait pas été possible il y a 15 ans. Ils me trouvaient tellement rebelle, tellement hors norme d'une certaine façon, tellement déstabilisante pour eux dans leurs acquis, qu'ils n'auraient pas laissé faire. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'ils attendent tous de voir ce que je vais dire quand même quand il y a une situation. Ils écoutent, ils discutent, mais en général, ils font ce que j'ai demandé. Mais parce que je pense qu'ils me regardent plus du tout comme une femme. Est-ce que vous avez été menacé, Calixte? Est-ce que vous avez été menacé? Physiquement, je veux dire. Non, j'ai été insulté. Par rapport à cette histoire.
Non, par rapport à vos prises de position. Oh, en général. si, oui, au départ. Oh, oui. Quand j'ai publié mes premiers romans, ils organisaient des bandes. Que, par exemple, il y aurait eu dans cette salle, dans un coin, 20, 30 ou 40 hommes noirs pour m'insulter. Et c'était systématique. Ils s'organisaient partout où j'allais pour me porter la contradiction. Le pire que j'ai vécu, c'était au Togo. J'étais invité et il y a quelques années de cela, j'arrive à l'aéroport et tous les journaux et tous les murs de la ville étaient tapissés par une photo de moi qui demandait aux femmes de ne pas m'écouter. Toute la ville, tous les hommes de la ville étaient mobilisés. Ils étaient à la radio, à la télévision, toute la journée, les affiches, les journaux, tout sur moi, demandant aux femmes et aux de ne pas m'écouter. Il fallait qu'il n'y ait personne à la conférence, avec des injures atroces. Mais j'ai eu une grande surprise. C'est que je vais faire cette conférence dans une petite salle à l'ambassade de France. Quand je suis arrivé, il y avait tellement de monde, mais c'était de la folie furieuse, qu'on l'a fait dans le stade du pays. Je vais reprendre une de vos déclarations sur le mot intégration. J'espère qu'elle sera fidèle. Vous avez dit aujourd'hui l'intégration réelle n'est pas dans un peuple qui vient d'ailleurs et qui va adopter la culture française, mais ce sont ces peuples qui viennent d'ailleurs, qui vont adopter une partie de la culture française et qui vont également influencer cette culture française. Je pense que l'intégration se fait dans les deux sens et non pas dans un seul sens. Je voudrais savoir si, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la langue française, vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, qui êtes intégré, d'avoir influencé la culture française. Il n'y a pas que moi, je pense que c'est toute une totalité. Il n'y a pas aujourd'hui un Français qui ne soit pas un peu africain. Êtes-vous allé surtout chez les jeunes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai observé combien même les jeunes filles françaises ont changé au contact de ces autres cultures, jusque dans leur façon de marcher, de porter leur corps, de danser, de parler. Elles ont énormément changé. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe qui doit s'intégrer, c'est une intégration commune. Et finalement, je ne dirais pas qu'il y a diverses cultures. Ça, c'est une vision non seulement manichéenne, mais une vision à court terme quand on dit ça. Évidemment, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a plusieurs cultures en France. Mais en réalité, à terme, on va avoir une seule culture. Et cette culture sera faite de cette foultitude de petites cultures. Évidemment, le socle sera toujours la culture française de base, telle qu'on nous l'enseigne dans les écoles, mais elle sera enrichie in fine par ces cultures venues d'ailleurs. Et la nouvelle culture française sera celle-là. Et là, on vit encore cette époque qui précède ce dont je vous parle. Moi, je vous parle de ce qui va se passer peut-être dans 20 ans, dans une vision du futur. Mais si vous revenez peut-être en France dans 50 ans, vous ne reconnaîtrez peut-être pas la culture. Parce qu'elle ne sera pas celle qu'on croit, elle ne sera plus baudelairienne. D'ailleurs, même la langue française aujourd'hui, il y a plusieurs langues françaises. Il y a la langue académicienne qui est parlée par l'Académie française et dont personne ne parle. Il y a la langue républicaine qui est celle parlée à l'école. Il y a la langue du pays, comme on pourrait dire, qui est celle par exemple parlée dans les banlieues. Il y a la langue courante, celle que nous parlons ici. Je veux dire qu'à un moment donné, toutes ces langues vont former une seule et même langue. Et quelque part, c'est ça le rôle de l'Académie française, c'est d'intégrer les nouvelles structures de la langue, d'intégrer les nouveaux mots, etc. Et la langue va évoluer. Et la culture aussi va être celle-là dans 50 ans, et ça c'est sûr. Pour l'instant, il y a des déchirements et des réticences, parce que pour l'instant, ces cultures se positionnent comme des blocs et presque comme en opposition. À un moment donné, elles vont toutes se rapprocher
et ne former qu'une culture. C'est là-dessus que nous allons terminer sur ces propos. Merci infiniment. Merci infiniment, Calixte. C'est moi qui vous remercie.